Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur ma chaîne Alliance M Éducation. Vous savez, dernièrement, beaucoup de personnes ont commencé à m'écrire pour me demander si ça valait toujours la peine d'immigrer au Québec en 2026 avec les nouvelles règles en matière d'immigration, l'inflation, la pression sur le logement et autres. Est-ce que ça vaut toujours la peine? Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous répondre en toute franchise. Et pour cela, nous allons commencer par la voie d'immigration. Désormais, pour immigrer au Québec, en fait, tout passe désormais par le MIFI parce que le MIFI est complètement en train de transformer l'immigration au Québec. Le Québec se veut désormais plus sélectif en matière de ses immigrants. Il a toujours été sélectif, mais là, la sélection vraiment, elle est poussée très très loin. On va parler de la première exigence, c'est la connaissance du français, que tu sois. Vous savez, ma première responsabilité comme premier ministre du Québec, c'est de m'assurer qu'on protège notre identité. Puis ça commence bien sûr par notre langue. Pourquoi que c'est important? Parce que je suis le seul chef d'État en Amérique qui représente une majorité de francophones. Donc, j'ai une responsabilité face à l'histoire, entre autres, de protéger, de poursuivre ce parcours d'une nation francophone depuis 400 ans. Étudiants, travailleurs et tout, tu vas devoir démontrer une bonne connaissance de français selon ton profil. Deuxièmement, c'est la voie d'accès à la résidence permanente. Avant novembre 2025, avant le 16 novembre 2025 exactement, la voie d'accès à la résidence permanente au Québec la plus rapide, c'était le PEC, le programme de l'expérience québécoise. Cependant, celui-ci a été complètement aboli le 16 novembre Vous 2025. avez aboli le programme Expérience québécoise Oui. qui permettait à des étudiants étrangers, des travailleurs temporaires, d'obtenir leur résidence permanente. On a vu plein d'histoires tragiques et absurdes de gens qui vivent au Québec, qui travaillent, qui ont des enfants, qui sont parfaitement intégrés et qui vont devoir partir de force. Honnêtement, Monsieur le ministre, ça fait dur. Et désormais, la seule voie d'accès à la résidence permanente, que tu sois étudiant ou même travailleur, c'est le PSTQ. Et pour le PSTQ, en fait, c'est le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Sachez que cette sélection-là touche vraiment les domaines qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Ça veut dire que c'est pas tous les travailleurs et tous les étudiants qui viennent au Québec qui seront admissibles à la résidence permanente. En fait, le Québec va sélectionner, va choisir selon ses besoins, ok? Donc, de ce côté-là, ça complique un peu les choses, ça élimine certains candidats, que ce soit des travailleurs ou des étudiants, quoi. Et toujours en matière d'immigration, ne pas oublier que la capacité financière pour les étudiants qui étaient autour de 15 000 en 2025, celle-ci aussi a été revue à la hausse pour l'immigration au Québec et elle est autour de 24 000 dollars désormais. Donc, pour pouvoir venir étudier au Québec, tu devras démontrer que tu as assez d'argent pour payer non seulement ta scolarité et aussi pour pouvoir te prendre en charge durant au moins la première année. Si on continue toujours avec les études, la nouveauté, en fait, ça avait déjà commencé un peu en 2025, mais ça s'accentue en 2026, c'est que les établissements d'enseignement, que ce soit les cégeps, les universités, demandent désormais une somme, une forme de garantie monétaire au niveau des admissions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, ta première année en termes de frais de scolarité est évaluée à 11 000 dollars, sache qu'il y a désormais des écoles qui vont te demander un dépôt de garantie pour être sûr que tu es sérieux dans ta demande d'admission, que tu ne fais pas juste t'inscrire pour t'inscrire et une fois que tu arrives ici, tu n'es plus capable de payer tes frais de scolarité, mais il va y avoir certains établissements d'enseignement qui vont te demander de payer une partie des frais de scolarité avant
ça peut être la première année ou même la première session. Ça dépend de chaque établissement d'enseignement. Deuxième point que nous allons aborder, ça va être la pression économique. Vous savez, en 2026, le coût de la vie continue d'augmenter malheureusement. Et donc, quand je parle de l'augmentation du coût de la vie, en fait, c'est une augmentation qui touche l'alimentation. Le coût de l'épicerie, en fin 2025, on nous disait déjà qu'au Canada, en fait, pour l'année 2026, il allait avoir une augmentation de plus de 1 000 $ sur l'épicerie et le Québec n'est pas épargné malheureusement. Faudra prévoir 1 000 $ de plus juste pour se nourrir en 2026. Le toujours très attendu rapport annuel sur les prix alimentaires dirigé par l'Université Dalhousie prédit qu'une famille moyenne va payer 994 $ de plus pour se nourrir l'an prochain. On parle d'une famille de 2 adultes et 2 enfants. Concrètement, l'inflation alimentaire sera de 4 à 6 %. Et le plus gros poste de dépense en 2026, ce sera le bœuf. Les troupeaux sont à leur plus bas depuis la fin des années 80. Les prix vont donc continuer de monter. Et tout ça arrive alors que 20 % des Québécois vivent en situation d'insécurité alimentaire, une proportion qui continue d'augmenter. Donc, tout coûte désormais cher. La viande, même le lait. Ok, le lait, en fait, c'est un produit de base, mais ça coûte extrêmement. J'ai toujours pas compris. Non, parce qu'on m'a dit, ouais, t'es en épicerie, ça coûte plus cher. Je suis à Maxi. Vous allez me dire, ouais, c'est protéiné, machin. C'est du lait. 8 $. À ce prix-là, j'achète la vache. Donc, si tu veux venir immigrer au Québec, en fait, tu devras prendre en considération aussi que désormais, le coût de la vie au niveau de l'alimentation a augmenté. Donc, si tu viens avec 2, 3, 4 personnes, si tu es une personne qui a une grande famille, tu vas devoir dépenser beaucoup en matière d'épicerie ou revoir un peu tes habitudes alimentaires. Donc, si tu étais quelqu'un qui sortait beaucoup pour aller au restaurant, tout ça là, tu vas devoir revoir. Ça coûte trop cher pour aller au restaurant et les gens y vont moins. Okay. Donc, ensuite, on va parler de l'augmentation du prix des loyers. Les loyers ont complètement augmenté. Ça a commencé en 2024, 2025 et en 2026, cela... 2026 est arrivé et vous allez le constater, la nouvelle année apporte des changements à votre portefeuille. Je vous explique. Commençons avec l'habitation. Pour une deuxième année de suite, Royal Lepage prévoit que c'est à Québec où la croissance des prix immobiliers sera la plus forte au pays. On parle d'un prix qui va avoisiner 501 000 $, alors qu'à la même date, aujourd'hui, on parle d'un prix moyen de 448 000 $. Ça représente une augmentation de 12 %. La hausse moyenne prévue dans l'ensemble de la province est plutôt de 7 %. Maintenant, pour les taux d'intérêt... Vous anticipez le statu quo sur les taux d'intérêt en 2026? Oui, si les situations changent, on est prêt à réagir. Le 10 décembre, la Banque du Canada maintenait son taux directeur à 2,25 %. Ça a diminué d'1 point de pourcentage en 2025. Pour le marché locatif, le tribunal administratif du logement va utiliser cette année une nouvelle formule pour calculer la hausse annuelle des loyers au Québec. Ça fait suite au tollé soulevé l'an dernier, alors qu'il calculait une augmentation moyenne de près de 6 %. C'est plutôt déconcertant et surtout indignant. Je pense que déjà les loyers sont élevés. Ça va être difficile de payer les factures, tout ça. Ça, c'était la hausse suggérée la plus élevée depuis 30 ans. Et aussi la disponibilité des loyers plus, plus vivables, ça devient un peu difficile dans le sens où les loyers qui sont affichés sur les sites internet sont des loyers qui ne sont pas vraiment, je dirais pas vraiment convenables et tout, mais c'est ceux qui sont plus abordables. Donc si tu veux un loyer convenable, propre, avec des... je sais pas moi, des électros inclus et autres, tu vas devoir préparer un bon budget. Et aussi, toujours en ce qui concerne les loyers, les exigences deviennent de plus en plus nombreuses parce que beaucoup de locataires, on appelle celui qui loue la maison, ils exigent désormais de faire des enquêtes. Moi, avant d'être courtier, j'étais policier. Fait que ça m'est arrivé souvent de me faire compter de la bullshit. Oh, que je me suis fait compter de la bullshit, ce qui fait en sorte que j'ai un papier radar aujourd'hui quand que je suis devant un menteur, je le vois, je le sens, je le vois venir. Mais il y a toujours des excellents
menteurs, des acteurs là, à la Denzel Washington là, qui sont capables de te mentir en pleine face puis que tu les trouves donc attachants puis fins. J'ai un exemple concret. J'essaie de louer un logement pour une cliente qui m'a engagé pour trouver des clients pour elle. Puis je rencontre ce couple-là merveilleux, enthousiaste, gentil, des bonnes jobs et tout ça. Mais il faut quand même faire une enquête. Moi, j'utilise Proprio Enquête, puis ça fait tout. Là. Enquête de crédit, enquête criminelle, enquête au tribunal administratif du logement. Puis justement, au tribunal administratif du logement, ils ont été en défaut de paiement pendant 1 an sur un loyer. Ils ont décidé de ne pas payer un loyer pendant 1 an. Puis s'il n'y a pas un plus gros red flag que ça en tant que propriétaire, c'est le plus gros red flag. C'est que s'ils l'ont fait une fois, tu peux pas prendre la chance parce qu'ils ont décidé, ils ont déjà ça dans leur valeur de ne pas payer leur loyer. Ils peuvent le refaire encore. J'ai de l'expérience là-dedans. J'en ai vu des locataires partir qui n'ont pas payé mon loyer puis qui n'ont pas payé ailleurs, que quelqu'un leur a donné une chance. Fait que on élimine ça, mais en tant que propriétaire, c'est important de faire l'enquête parce que malgré le charme des personnes que tu rencontres, il y en a que c'est des pros. C'est des pros, tu le vois pas venir, fait qu'il faut que tu fasses ton enquête. Donc, pour un nouvel arrivant, pour un travailleur ou un étudiant qui vient d'arriver, qui n'a pas encore bâti son score de crédit, ça devient un peu difficile de trouver un logement et en plus de ça, il y a la demande des références qui vient s'ajouter. Donc, imagine pour quelqu'un qui vient d'arriver et n'a pas de référence, n'a pas de code de crédit, ben, il y a comme une petite forme de discrimination pour trouver un logement qu'il va falloir prendre en considération et qui existe malheureusement parce que ben, les logements sont rares, les logements sont chers et donc les propriétaires qui ont des logements, ils veulent des personnes sérieuses qui seront capables de payer et qui ont des bons antécédents comme locataires aussi. Donc toi, si tu viens d'arriver, tu n'as pas de code de crédit, on ne sait pas si tu es un bon payeur ou pas, tu n'as pas de référence, ben, sache que les propriétaires se demandent est-ce que je loue mon appartement à lui ou pas, est-ce qu'il va être capable de payer ou pas. Donc c'est des choses que certains propriétaires vont prendre en considération et ils vont faire que tu ne trouves pas de loyer tout simplement. Mais il y a des propriétaires qui ne font pas d'enquête de crédit ni de référence, sont plus rares, mais la majorité en 2026 là demande maintenant les les enquêtes de crédit et aussi demande les références. On parle toujours du côté économique au Québec, on ne peut pas passer à autre chose sans que je te parle de l'impôt et des taxes. Au Québec, on paye plus d'impôts et plus de taxes que les autres. Saviez-vous qu'au Québec, 7,5% de la population québécoise va payer plus de 45,7% de tous les impôts provinciaux sur le revenu? C'est assez incroyable, surtout quand on sait que la province du Québec, c'est la province la plus taxée du Canada. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est un autre sujet. On paye énormément de taxes, oui, mais on a aussi des conditions de vie qui sont reconnues pour être comme nulle part ailleurs. Donc, ne t'étonne pas quand tu vas arriver ou si tu prévois arriver. Ne pense pas que si tu as fait, par exemple, tu as travaillé, tu as par exemple travailler 1 semaine et que tu as calculé par rapport à ton taux horaire que tu es arrivé à 2400 $ pendant la semaine, ne pense pas que lorsque on va te donner ton bulletin de salaire ou lorsque on va verser ton salaire dans ton compte, tu vas recevoir exactement 2400 $. Des fois, tu peux recevoir 1900, ça dépend de ce qui t'est prélevé, mais en ce qui concerne les taxes et les impôts, généralement, on paye plus d'impôts et plus de taxes au Québec que dans les autres provinces. Maintenant, on passe au 3e point que tu devras prendre en considération si tu veux toujours immigrer au Québec, bien sûr. Le 3e point, on en parle rarement ou presque pas, mais c'est un point important à aborder, c'est l'intégration. L'intégration au Québec, là, est un vrai choc. On va commencer premièrement par le français. Quand tu arrives comme nouveau arrivant ou nouvelle arrivante, sache que le français au Québec est différent du français de France parce qu'il y a des mots probablement que lorsque tu vas arriver, tu ne comprendras pas. J'ai écrit des affaires, puis là, j'ai tout fait ce qu'il avait à dire. Il y avait des piles de ciment, des affaires là. Puis il est sorti tout. Puis les autres affaires, c'était toutes des affaires, je pense, qui ont été mis là, en cachette. Si je parle de moi, par exemple, ça m'a pris environ 1 an pour mieux comprendre les expressions ici au Québec. Mais si tu viens d'arriver, c'est pas quelque chose que tu dois te dire « Ah, mais je suis pas obligé de comprendre cela. » Non, non. Pour mieux comprendre ce que les gens veulent dire, tu vas devoir mettre ton énergie et beaucoup de volonté à comprendre le français québécois. Tu es un Français à Montréal et tu aimerais apprendre des expressions québécoises pour t'intégrer un peu mieux à la culture ou pour impressionner tes amis à ton prochain party.
J'en ai 3 à te présenter aujourd'hui. La première, c'est fac ou fec. C'est un mot qui est dérivé de la phrase « ça fait que » et on l'a raccourci pour faire juste fac ou fec. Les deux prononciations sont bonnes. Et on l'utilise par exemple dans une phrase comme « je suis allée au magasin, mais il était fermé. Fac, je suis revenue chez moi. » On l'utilise pour remplacer donc ou alors. Donc ça, c'est vraiment le premier qu'on utilise pratiquement à toutes les phrases. Le deuxième, c'est le classique « tu veux-tu ». On rajoute le « tu » avant le verbe. Au lieu de demander simplement « est-ce que tu veux un verre d'eau », on va demander « tu veux-tu un verre d'eau ». Est-ce que c'est grammaticalement correct? Non. Est-ce qu'on le sait? Oui. Est-ce que ça nous empêche de l'utiliser à chaque phrase? Non. Donc, c'est vraiment quelque chose à rajouter à ton vocabulaire si tu veux sonner québécois. Mais attention, ça marche juste avec le « tu ». Le « vous », on va jamais demander « vous voulez-vous boire du vin ». Donc ça marche pas, c'est vraiment avec le « tu ». Ou le « je », quand on se pose une question à nous-mêmes. « Je veux-tu vraiment acheter ça ?» Donc le « je » et le « tu », ça fonctionne très bien. Numéro 3, c'est le mot « pièce ». J'avais une discussion avec des collègues français récemment et ils me disaient « Vous, les Québécois, vous utilisez souvent le mot « pièce » pour parler d'argent. » J'étais comme « Ben non, on n'utilise pas le mot « pièce ». Et j'ai compris qu'ils voulaient dire le mot « pièce ». Mais ça vient du mot « piastre » et on le prononce maintenant « pièce ». Donc on va dire « ça coûte 20 piastres » au lieu de dire « ça coûte 20 $ » ou c'est l'équivalent de « pour vous, ça coûte 20 balles ». Si tu comprends rien quand un Québécois parle ou que tu as envie d'imiter notre accent, il faut que je te donne un truc qui va vraiment t'être utile, c'est la diphtongaison. Donc c'est quoi ça? C'est le fait d'allonger une voyelle. Donc quand une voyelle va s'étirer, on va avoir tendance à la modifier un petit peu quand on va la prononcer. Donc je vais te donner quelques exemples. Le mot « père », on entend comme deux voyelles en une. On va dire « père ». Même chose pour le mot « chaise », on va dire « chaise ». Ça marche aussi avec le mot « cœur ». On l'entend aussi dans le mot « fête ». Encore une fois, même chose pour le mot « pâte ». On entend le « pâte » parce que ça s'étire. Et ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la diphtongaison. Donc au lieu de prononcer comme à la française, qui est très court comme rêve, patte, père, nous on va dire père, rêve, chaise, pas. Ok, donc tu vas devoir comprendre les nuances, tu vas devoir comprendre que si j'utilise tel mot dans cette phrase-là, ça veut dire... Quand on parle du temps, on parle du temps. Valérie dit temps, des gens normaux disent temps. On dit beau temps, mauvais temps, pas beau temps, mauvais temps. On dit de temps en temps, pas de temps en temps. Quand on dit temps, ça vient d'en avant. Quand on dit temps, ça vient des dents. Là. Ça, temps en avant, temps des dents. C'est en arrière, c'est rough, là, c'est du temps. Là. C'est long, du temps. Du temps, c'est dans un spa, c'est dans un salon de beauté, un salon de thé. On fait ses emplettes de chez Avril. Le temps, là, ça fait sa grosserie sur Super C. Du temps, c'est à la quincaillerie. Au fond d'un toilette à cause des 4 cafés-times que t'as bu avant 5 heures pour te rendre à la shop. T'es parti vite parce que tu t'es pas levé à temps. Il y a beaucoup de nuances que tu vas devoir apprendre ici. Et donc, si tu ne comprends pas le français québécois, ça peut un peu... ça peut être une difficulté à ton intégration. Deuxième point que tu vas devoir travailler aussi toujours pour ton intégration ici, les différences culturelles un peu plus subtiles. Vous savez, au Québec, les gens sont très polis, ils sont courtois. Ne t'étonne pas que si tu vas à la banque, tu trouves que les gens sont en file indienne. Ne sois pas étonné que si tu vas à l'arrêt de bus par exemple, les gens ne courent pas parce que le premier arrivé c'est le premier qui va rentrer. Oui, c'est plutôt ça, le premier arrivé c'est le premier qui va rentrer. Et ne pense pas en fait que toi qui viens d'arriver en dernier, tu vas pouvoir rentrer avant ceux qui étaient là avant. Ici, les gens sont respectueux, ils respectent les gens, ils respectent les gens qui viennent d'arriver aussi. Donc, au niveau des services, c'est le premier arrivé qui va être le premier à être servi. Même si tu arrives, tu as 54 ans et devant toi, il y a un petit de 18 ans. Le petit de 18 ans est arrivé avant toi. Le petit de 18 ans va passer avant toi. Donc là, c'est pas une question de « Ah, moi, je suis plus âgé que toi, je vais passer avant toi. » Vu que c'est souvent
c'est souvent de cette manière-là que dans d'autres cultures, on fonctionne. Mais ici, au Québec, vraiment, on va respecter premier arrivé, premier servi. Et aussi, dans des services, des fois, ben, tu vas arriver, tu es plus âgé et ton directeur, par exemple, c'est quelqu'un de très jeune qui peut être ton enfant. Tu ne vas pas te comporter avec lui d'une manière où tu vas te dire, ah, moi, je suis plus âgé que toi, petit ou la petite, donc tu vas me respecter. Non. Ici, si la personne est à un poste, même si la personne est moins âgée que toi, ben, la personne est là parce qu'elle a les connaissances et les compétences pour. Donc, tu vas devoir, malheureusement, oui, te soumettre à sa hiérarchie. C'est comme ça et c'est tout, quoi. Un autre point que tu vas devoir travailler pour ton intégration au Québec, c'est la solitude. Lutter contre la solitude. Tu dois travailler des skills qui vont t'éviter d'être dans la solitude. La solitude fait beaucoup de mal aux personnes qui viennent d'arriver au Québec, qui se contentent en fait de rester dans leur coin. Est-ce que tu vas devoir travailler la solitude en fait pour l'éloigner de toi? Tu vas devoir, quand tu viens d'arriver au Québec là, tu as laissé ta famille derrière toi, tu as laissé tes parents, tu as laissé ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tu as laissé par exemple ton conjoint, tes enfants et autres, tu es toute seule dans un nouveau continent, tout seul dans une nouvelle province et tout seul devant toute une culture, tout un climat nouveau, toute une nouvelle façon de faire et tout, et tu te demandes mais ok. Et aussi la solitude là, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est parce que beaucoup de gens, quand ils arrivent ici, ils n'arrivent pas à profiter de ce que le Québec a à leur offrir parce qu'ils sont dans la solitude. Pourquoi ils sont dans la solitude? C'est parce que ces personnes-là ne sortent pas de chez eux. Okay? Quand ils arrivent chez eux à la maison, quand ils quittent le travail, ils arrivent directement à la maison. Les personnes qui vont en côtoyer, ben, c'est les personnes qui passent à la télé, quoi. Donc, les personnes sont introverties parce que il y a certaines personnes qui ont peur de la nouveauté. Il y a certaines personnes qui ne vont même pas oser sortir de la maison, aller tout simplement dans un Tim Hortons, commander un petit café tout seul, aller dans un restaurant manger tout seul. Hein? Okay. En fait, le fait déjà de sortir de chez toi quand tu arrives, c'est déjà lutter contre la solitude, ok? Donc, allez, sortez de chez vous, allez vous promener dans un parc, vous allez voir quelqu'un qui est en train de promener son chien qui va vous dire bonjour, allez dans des événements, allez faire du réseautage, allez dans des clubs, allez dans un gym et tout, parlez aux gens, mais ne vous contentez pas de rester dans la solitude parce que la solitude là va vous apporter certaines maladies et va faire que vous n'allez pas apprécier votre séjour au Canada, même si vous étiez venu tout simplement pour étudier, vous étiez venu tout simplement pour travailler pendant un certain temps. C'est très bénéfique lorsque on vient, on fait ce qu'on avait à faire, mais également on profite du lieu dans lequel nous sommes. Okay? Dernier élément que je voulais soulever, un élément auquel vous allez devoir faire attention, c'est l'hiver. L'hiver au Québec, au Canada, c'est froid et au Québec, c'est froid. Est-ce que ça va, Marilyn? Non! Non, ça va pas, Carole! Ça ne va pas! J'ai froid, j'ai besoin d'un bord de piscine, du soleil, d'un indice UV élevé, d'une margarita, puis d'une craque de sein en sueur! Froid et l'hiver aussi est longue, ok? Donc, si vous vous limitez tout simplement à rester chez vous pendant l'hiver, là, vous allez trouver que le temps est long, vous allez trouver l'hiver ennuyeuse. Vous allez avoir hâte que l'été arrive alors qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire l'hiver. Et aussi, ça va être très important de bien vous habiller. Pendant l'hiver et aussi essayer de trouver des activités à faire pendant l'hiver pour non seulement apprécier l'hiver aussi parce que on a un bon 5 mois quand même de froid, hein? Donc presque un peu la moitié de l'année vous pouvez pas rester tout simplement chez vous. Et tout dépendamment de quelle région au Québec où vous êtes, bah, sachez que le froid est différent. Si on est plus au nord, bah, plus au nord il fait plus froid. Quand on est vers le sud, bah, il fait moins froid. Okay? Donc
l'hiver, c'est à prendre en considération. Et pour les vêtements d'hiver, si vous n'avez pas encore de budget, quand vous venez arriver, vous n'avez pas un grand montant d'argent, ben, sachez qu'il y a des friperies qui sont là pour pouvoir vous aider justement. Il y a des friperies, il y a des villages de valeur et autres où on peut trouver des vêtements quand même de bonne qualité, hein, surprenamment, et à des prix très bas. Après tout ça, est-ce que le Québec est une bonne idée ou pas? Est-ce que c'est toujours une bonne idée ou pas de venir au Québec en 2026? Ben, premièrement, c'est une bonne idée si vous avez un plan, ok, un bon plan d'immigration. Vous savez en fait ce que vous êtes venu faire exactement. Si vous êtes venu étudier, si vous êtes venu travailler, si vous êtes venu étudier et que votre but c'est étudier et rentrer, si vous êtes venu étudier pour rester, vous allez devoir donc vous renseigner c'est quoi les domaines que le Québec priorise pour la résidence permanente, pareil pour le travail. Deuxièmement, ça va être une bonne idée pour vous d'immigrer au Québec si vous souhaitez apprendre le français ou si vous avez une bonne connaissance du français, parce que le français là, le Québec met désormais un grand accent là-dessus. Le Québec veut préserver sa langue, veut préserver sa culture, et donc tout cela passe par une bonne maîtrise et une bonne connaissance de français. Troisièmement, ça va être une bonne idée pour vous d'immigrer au Québec si vous venez avec une bonne réserve d'argent, parce que les premiers jours, ça peut être difficile pour trouver un emploi étudiant. Si vous êtes venu avec un contrat de travail, c'est bien, mais si vous êtes venu par exemple comme résident permanent, ben, ayez un bon coussin qui va vous aider à vous installer dès les premiers jours de votre arrivée ici. Et quand je dis d'avoir un bon coussin, parce que le coût de la vie a tellement augmenté que des fois on peut se retrouver, on n'a pas assez d'argent pour le loyer, on n'a pas assez d'argent pour ceci, cela, et on se dit ah moi je vais arriver directement, je vais trouver un emploi. Non, ça se peut que les premiers jours vous ne trouvez pas d'emploi, ou ça se peut que si vous n'avez pas apporter un peu plus d'argent, que vous puissiez tout dépenser dès les premiers jours alors que vous n'avez pas encore trouvé du travail. Un autre point que vous allez devoir prendre en considération, à savoir c'est une bonne idée d'immigrer au Québec, c'est tout simplement votre capacité d'adaptation. Ok, donc c'est important de pouvoir être ouvert à l'adaptation pour vous adapter, donc pour lutter contre la solitude, vous adapter au climat, vous adapter à l'accent, vous adapter à la culture québécoise, tout simplement quoi. Sinon, c'est une mauvaise idée pour vous d'immigrer au Québec si vous n'avez pas un plan d'immigration bien déterminé, vous n'avez pas assez de fonds, vous ne connaissez pas le français, et surtout vous pensez que vous allez venir avoir la résidence permanente d'un coup. Alors là, c'est une très mauvaise idée de pouvoir de vouloir plutôt immigrer au Québec. Donc pour terminer, je vous dirais que immigrer au Québec, en fait, ce n'est pas un piège, ce n'est pas un paradis, c'est tout simplement un projet exigeant, ok? Donc parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez devoir prendre en considération lors de l'élaboration de votre projet.